Le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude Andrea Boni. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler avec une propriétaire d'une PME qui a été durement touchée par la crise. On va aussi découvrir ce que c'est que la parentalité en période de crise avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Et aussi, on aura un chercheur de l'Institut du savoir Montfort qui va nous donner plus d'informations sur l'infobésité. Tout ça dans la prochaine heure. Et avant qu'on ne rentre direct dans nos différents sujets, mais j'ai des informations à vous partager. Je vais commencer avec la Société économique de l'Ontario. Vous savez qu'ils ont lancé depuis le début de la crise une série de webinaires gratuits. Et pour ceux de cette semaine-là, le premier s'en vient pour le mercredi 27 mai à 13h30. Et il aura pour thème le bilan des compétences. Alors, si vous cherchez du travail, la clé de votre succès est d'investir du temps dans vos recherches. Et une équipe de conseillers en entrepreneuriat et en développement économique de la Société économique de l'Ontario sera là pour vous servir, pour répondre à vos différentes questions, pour vous donner ce qu'on appelle le bilan des compétences afin de mieux vous outiller pour aller à la recherche de votre travail. C'est un événement gratuit. Alors, si vous avez envie de participer, je vous inviterai à visiter le www.seo-ont.ca pour prendre votre inscription pour le premier webinaire de cette semaine qui s'en vient pour le mercredi 27 mai 2020 à 13h30. Le deuxième webinaire offert gratuitement par la SEO s'en vient pour le vendredi 29 mai à 13h30 aussi et il aura pour thème CV et lettres de motivation. Moi, c'est quelque chose qui m'a un peu bloqué dans ma recherche d'emploi au tout début quand j'étais encore étudiante, de pas bien formuler mon CV, de pas bien faire une lettre de motivation. Quoi mettre, quoi ne pas mettre dans ces affaires-là. Alors, la SEO vous offre l'occasion de discuter avec des experts qui vous donneront des outils, bien évidemment, pour préparer votre CV en bonne et due forme, mais aussi votre lettre de motivation. Et je le répète encore une fois, tout ça se fait gratuitement. Alors, si vous voulez participer à ce webinaire qui s'en vient pour le 29 mai, donc ce vendredi à 13h30, je vous invite à prendre votre place sur le site web au www.seo-ont.ca. C'est gratuit, donc 2 webinaires offerts gratuitement par la SEO, un qui s'en vient pour le mercredi et un autre pour le vendredi de cette semaine à 13h30, www.seo.ont.ca. C'est le site web à visiter pour prendre votre place. La semaine du tourisme au Canada, elle a commencé aujourd'hui 25 mai. Donc, du 25 au 31 mai, c'est la semaine du tourisme au Canada. En ce moment de crise, c'est vrai que on ne sait pas s'il y a quelque chose qui va se passer, mais moi, je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et je vais commencer par vous informer que la ferme Sander propose des soirées autour d'un feu de camp avec s'mores, hot dog et boissons gazeuses pour les familles et une bouteille de vin, une assiette de charcuterie et des s'mores pour les couples. Alors, c'est des activités qui, je pense, peuvent nous faire plaisir en ce moment de crise, là où est-ce qu'on voit du soleil de temps en temps, on peut sortir. Donc, pourquoi pas visiter le tourismeottawa.ca pour avoir plus d'informations et puis aller participer à tout ce que la ferme Sander va vous offrir. Il y a aussi les musées nationaux qui ont commencé les visites virtuelles depuis bien longtemps, depuis le début de la crise. Et bien, ça continue et il y a beaucoup de choses à découvrir au Musée canadien de la nature. À chaque fois que j'en parle, je ris parce que je pense directement à leur merveilleuse visite virtuelle avec les papillons en vol. C'est tellement beau à voir et ça vous donne une idée de qu'est-ce que vous aurez plutôt comme expérience quand vous allez vous rendre au Musée canadien de la nature quand il va réouvrir. Alors, je vous inviterai encore une fois à visiter le www.tourismeottawa.ca parce que en plus de la ferme Saunders qui vous offre plein d'affaires, en plus des musées nationaux qui vous offrent aussi des visites virtuelles, il y a d'autres activités gratuites qui sont disponibles et accessibles. Donc, encore une fois, www.tourismeottawa.ca, c'est le site web par excellence si vous voulez avoir accès à tout ce qui se passe.
Aujourd'hui à l'émission, je vous disais qu'on allait discuter de beaucoup de choses. On va discuter avec Lara Mainville des presses de l'Université d'Ottawa. En début de cette année, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais elle nous parlait de différents fonds que les presses de l'Université d'Ottawa essayaient d'acquérir. Et aujourd'hui, on va parler d'un fonds spécifique qui est en train de se peaufiner avec les éditions Vermillon. Je suis sûre que ça vous dit quelque chose. Elle va nous donner plus de détails et puis savoir comment s'est fait cette belle collaboration. On va aussi parler avec Dania Versailles de parentalité en temps de crise, parce qu'on sait que c'est une situation qui stresse beaucoup de personnes. On a parlé avec elle de différents cas de figure, mais aujourd'hui, on va se focus sur les parents. Elle va vous partager des outils qui vous seront super nécessaires et en plus qui sont gratuits. Juste après la pause, je vous invite à rester avec moi parce qu'on va discuter avec la propriétaire de la galerie Rafetna et elle a une histoire assez touchante à vous raconter. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À l'émission Court-Circuit, on rencontre les Chiclettes, qui célèbrent leur 10e anniversaire avec un tout nouveau spectacle. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Là, j'avais oublié de vous mentionner que pour la Semaine du tourisme au Canada, il y a aussi la CCN qui a organisé une petite affaire. Alors, je vais vous donner l'information. Alors, la CCN entame l'étape 2 de son cadre pour l'utilisation par le public des propriétaires de la CCN. Donc, cette étape est la suite logique des mesures prises jusqu'à maintenant pour offrir un meilleur accès au public. Alors, depuis vendredi dernier, la plupart des parcs de stationnement situés sur les terrains urbains de la CCN, ainsi que ceux de la ceinture de verdure et du parc de la Gatineau étaient ouverts au public. La CCN encourage fortement la population à continuer de suivre les consignes d'éloignement physique sur ses propriétés, qu'il s'agisse d'un parc ou d'un sentier, y compris en stationnant un véhicule. Alors, si vous voulez avoir toutes les informations sur tout ce qui a rapport avec la Commission de la capitale nationale, c'est-à-dire ça comprend les parcs, qu'est-ce que vous pouvez faire, où est-ce que vous pouvez aller, où est-ce que vous ne pouvez pas aller, je vous inviterai à visiter le www.ccn-ncc.gc.ca. Vous allez avoir plus d'informations par rapport au parc, au stationnement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et aux différents accès. Vous savez, depuis le début de la crise, plusieurs PME ont été un peu poussés à peut-être mettre la clé sur la porte. Et je vais le dire comme ça parce que Marem de la galerie Rafetna va nous partager déjà ce que j'aimerais, tes défis depuis que la crise a commencé avec ta galerie. Bonjour, bonjour Claude et merci pour l'invitation ce matin. Oui, depuis un certain moment, comme tout le monde le sait, la crise nous a amené à avoir plusieurs défis. Et malheureusement pour nous, nous allons devoir mettre clé sur la porte, pas seulement par rapport à la clientèle, mais il y a un autre côté que les gens ne voient pas, c'est les propriétaires.
comment ils réagissent avec cette situation-là, en se disant qu'on ne peut pas aussi les en vouloir parce que c'est des défis pour tout le monde. Il y a le côté du marchand qui a sa boutique, qui a bien envie de continuer, mais qui n'a pas assez de moyens. Il y a le propriétaire qui est là, lui aussi a forcément une hypothèque ou quelque chose comme ça, et les programmes qui sont là ne sont pas forcément adéquats pour eux parce que dans ma situation, parce qu'il est plus facile de parler de ce que Rafetna vit. Aujourd'hui, ce qui nous pousse plus à fermer, c'est qu'il n'y a pas d'entente avec le propriétaire de l'endroit, parce que peut-être qu'elle ne se sent pas en mesure de donner, si on parle du soutien du gouvernement, la subvention, parce que c'est la subvention qu'ils donnent pour 50% pour leur part et 25% aux propriétaires et 25% à nous. Donc, ça, on pouvait dire un bon deal, mais certains propriétaires ne se sentent pas intéressés à perdre 25% de leurs revenus. Donc, à cet effet, nous, on se retrouve avec des situations, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut rester? Et il y a encore d'autres défis. Parce que, comme je le disais tantôt, il y a sur l'entreprise, c'est pas juste vous, il y a une chaîne, il y a d'autres qui travaillent derrière. Alors nous, on se retrouve en face de ça parce que tout s'est arrêté d'un coup. Donc, les fournisseurs, eux, ils comptent aussi sur vous. Donc, c'est-à-dire, on se retrouve dans un piège. La chaîne devient compliquée. Et ces défis-là nous amènent à fermer. C'est surtout ça le problème, parce qu'on parle de subventions pour les loyers, on parle de prêts pour les entreprises, le prêt au soutien aux entreprises, qui est une dette qu'aujourd'hui, si on le prend, n'importe quel entrepreneur prend, il se retrouve dans trois situations. Payer son propriétaire, payer son fournisseur et pouvoir survivre et payer sa dette. Donc, toutes ces conditions-là réunies n'est pas forcément satisfaisable. Il y a toujours un perdant. Le perdant va être peut-être l'entrepreneur. Donc, je me dis que ces défis sont compliqués et qu'il faut vraiment voir comment trouver une solution à tout ça. Si je comprends bien, peut-être qu'il y a d'autres petites et moyennes entreprises qui se trouvent dans le même cas que vous. Si les propriétaires étaient beaucoup plus collaboratifs, tu penses que ça aurait pu fonctionner? Peut-être ça aurait pu fonctionner, mais quand il y a une perte, quelqu'un le subit. Et ne pas pouvoir penser à eux et se dire, parce qu'ils ont aussi leur situation, ils ont leur réalité. Dans le cas de Rafetna, aujourd'hui, la propriétaire, elle vient d'acquérir l'immeuble il y a 1 an. Et j'essaie de me mettre à sa place. Est-ce que son hypothèque nous permet de pouvoir perdre 25%? Et là, on se retrouve à discuter ce genre de problème. Et moi aussi, je me dis, OK, si je fais un prêt à la banque pour lui payer plus que ça, ou je ne pourrais pas tenir avec mes fournisseurs, je ne pourrais pas tenir engagements. Donc, c'est des défis qui viennent tous. Donc, de ma part, j'ai pris le choix d'arrêter parce que je ne peux pas continuer dans cette situation-là. Je n'ai pas les revenus nécessaires pour pouvoir satisfaire tout ce bon monde-là. Bien que la galerie Rafetna, comme je le dis toujours, a été pas seulement un endroit pour commercialiser, mais c'était le centre de la culture africaine à Ottawa. Et les jeunes, surtout, ont aidé à ce qu'on existe tous ces 2 dernières années-là. Ils ont été là comme support dans le bénévolat, parce que mes employés à la galerie étaient tous des bénévoles. En parlant des jeunes de l'université de Saint-Paul et la cité collégiale qui ont fait survivre nos programmes. Donc, ça a été un soutien. Mais cette perte-là, derrière, il faut pouvoir payer nos charges. Il faut pouvoir voir comment sortir de cela et pouvoir survivre, parce qu'il y a d'autres charges qui est comment vous survivez aussi, qui est très importante, parce que nous ne sommes pas salariés, nous sommes des entrepreneurs qui ne comptent que sur leurs revenus. Voilà, donc pour moi, la situation, elle est très critique. Et où on va après?
cet événement-là, où on va après le coronavirus, comment se reconstruire? On sait que c'est la question que j'allais poser parce que je sens qu'il y a un déchirement là de laisser son bébé parce qu'on a discuté, je crois, il y a 2 semaines sur l'émission et tu me disais que ça fait plus de 10 ans que tu travailles sur ce projet-là, mais tu es obligé à cause d'une crise là, mais on s'entend que c'est assez grave de 2 mois de déposer la clé. Ça fait mal. Mais est-ce que tu penses que, tu me disais une fois que tu es parti de rien, est-ce que tu penses qu'il y a possibilité de renaître après la crise? Je pense bien, c'est une volonté personnelle, Claude, parce que moi, j'ai construit de zéro, je le répète, et c'est vrai, parce que quand je suis arrivée au Canada, j'ai commencé avec une table au marché Baye. Et ensuite, je suis allée travailler de jour et de nuit pour pouvoir réaliser ça. Et qu'on a aussi la chance d'avoir des amis qui nous supportent, parce qu'il est important. Cette galerie n'a pas été faite toute seule, hein, ça a été le fruit de mes amis, moi, ma famille, comme je le dis toujours. Mais il est important de ne pas se laisser abattre parce que c'est tout ce qu'on sait. Moi, je vis de l'art et pour moi, c'est mon savoir. Je ne peux pas faire plus que ça. Je me verrais mourir si j'allais faire autre chose. Donc, oui, on va se relever. On va se relever dans quelque chose de plus important parce que la crise a ses côtés négatifs, certes, mais il y a aussi le côté positif où on revoit ses perspectives. On cherche à savoir vraiment qu'est-ce que nous voulons et où nous voulons aller. Et de ma part, je me dis, le Centre des arts et des cultures africaines. À Ottawa, nous n'avons pas un centre culturel africain. Et Claude, pour moi, c'est le second pied. C'est de mettre le Centre des arts et des cultures africaines. J'aime t'entendre parler comme ça. C'est l'ambition que j'ai toujours eue et je me dis quand on construit de zéro, on peut pouvoir se remettre sur pied parce qu'il n'y avait pas $1 pour mettre Rafetna et aujourd'hui il a existé et son capital a été vraiment quelque chose de très, très, très important. Donc aujourd'hui, je vais inviter tous les Canadiens à nous supporter, aller vers le Centre culturel africain et à toutes les communautés. Parce que la reconstruction, c'est ensemble, Claude. Si aujourd'hui, toutes les communautés se mettent ensemble avec l'aide du gouvernement, on peut aller. Parce que le but de Rafetna, ça a été ça, c'est de réunir, faire en sorte de relever les gens qui veulent se retrouver dans leur communauté et aussi faire découvrir nos personnes, qui nous sommes. Parce qu'on parle de vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, il faut pouvoir découvrir l'autre. Et ça aide contre la lutte contre le racisme, ça permet aux gens de se mettre ensemble, de se respecter mieux. Parce que dis-moi qui tu es, je te dirai qui je suis. Donc, c'est quelque ça. chose... Écoute, Marème, c'est bon de se laisser sur une note d'espoir. Et tu sais quoi, je vais inviter tous les gens là à regarder qu'est-ce qui se passe avec Rafetna, qui deviendra, je suis sûre, le premier centre culturel africain à Ottawa. Et nous, on sera là pour te soutenir. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci Claude et merci à votre équipe qui soutient Rafetna depuis ses débuts. Merci à TV Rogers. Alors, on va se garder comme informé par rapport au Centre culturel africain qui s'en vient pour Ottawa, aussi pour soutenir Marème. On va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir ce que c'est que l'info BZT. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa.
N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va parler maintenant de l'infobésité. Avec moi, M. Luc Bonneville, qui est chercheur à l'Institut du savoir Montfort. Et avant de rentrer dans ce terme-là d'infobésité, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce que c'est que le processus d'informatisation sociale. Oui, absolument. En fait, c'est un processus qui a cours, je dirais, depuis fin des années 80, années 90, tout simplement avec le développement du réseau Internet et la généralisation, on pourrait dire, de l'informatique dans pratiquement toutes les sphères d'activité sociale et humaine. Évidemment, c'est un processus qui a contribué, on s'en doute bien, à changer nos façons de communiquer, de travailler, d'échanger aussi et évidemment de s'approprier de l'information. Alors, c'est ça qui est le processus d'informatisation sociale. Donc, on pourrait dire que ça a commencé quand il y a eu l'éclosion de tout ce qui est Internet et tout ça? Oui, absolument. C'est qu'en fait, avec la généralisation d'Internet, puis ultérieurement, évidemment, des sites web, puis des réseaux sociaux, des blogs, de ce qu'on va appeler les médias sociaux, bien évidemment, on a vu changer de façon quand même assez radicale le rapport qu'on a à l'information. Et auparavant, par exemple, en période de crise, on disait qu'il n'y avait pas assez d'informations qui circulaient. Alors que là, aujourd'hui, en fait, c'est complètement l'inverse. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a trop d'informations qui circulent. Quand il y a trop d'informations qui circulent, déjà, là, notre esprit, il est saturé. On a eu la chance de discuter avec certaines personnes sur l'émission concernant ce qu'on devrait faire dans ce moment de crise-là. Et c'est bon de vous avoir ici avec nous aujourd'hui parce que vous êtes chercheur dans ce domaine-là. Alors, définissez-nous, l'infobésité. Ben voilà, en fait, on en vient à ça. Donc, le concept d'infobésité, c'est tout simplement là, donc un néologisme qui fait le lien entre information et obésité, par analogie avec, on pourrait dire, une pathologie qui serait liée en fait à la surconsommation d'informations de toutes sortes. Alors donc, l'infobésité réfère à la quantité d'informations qui circulent, qui est tout simplement phénoménale. Évidemment, on s'en rend bien compte en ce moment là, avec la crise de la COVID. Donc, la quantité phénoménale d'informations qui circulent. Alors, évidemment, quand on parle d'information, on parle autant de textes, de discours, d'images, de graphiques, parce qu'il y en a beaucoup, si on prend l'exemple, encore une fois, de la COVID, de vidéos, etc. Et on est clairement en situation, donc, de surcharge d'informations. Et c'est pour ça qu'on utilise ce concept-là, qui est celui, donc, d'infobésité. Alors, tout le monde peut être exposé à l'infobésité, surtout à l'ère de notre temps. Absolument, en fait, parce que, tout le monde, plus ou moins, là, en tout cas, la vaste majeure partie de la population dispose d'un téléphone portable qui est connecté, d'un ordinateur à la maison, au bureau, etc. Donc, en fait, on a accès à des informations, à une quantité phénoménale d'informations un peu partout. Évidemment, de façon quasi immédiate. Là. Donc, s'il se passe quelque chose à l'autre bout du monde, quelques minutes après, on peut le savoir. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle l'immédiateté télécommunicationnelle. C'est très bien, on a accès à l'information tout de suite, comme vous dites. C'est très bien, mais il peut y avoir des conséquences à ça en particulier, là. Et puis là, quand on parle de conséquences, là, je vais juste poser la question, est-ce que la conséquence première de tout ça, là, ce ne serait pas l'anxiété? Absolument, c'est ce qu'on tend à constater. C'est-à-dire que chez beaucoup de gens, en fait, on n'est jamais complètement rassasié. C'est-à-dire que finalement, on a de l'information, on en veut, on lit des choses, on les relaie, mais on a toujours cette soif d'information-là qui fait que finalement, en bout de ligne, ce qui risque de nous arriver, c'est de développer une espèce d'anxiété liée à ce qu'on appelle donc, en fait, le trop-plein d'informations. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi par ailleurs l'effet bouchon, c'est-à-dire c'est l'accumulation incontrôlable d'une quantité énorme d'informations qui nuit tout simplement à son traitement. Donc, on est incapable de la digérer, cette information-là, et ça conduit à ce qu'on peut appeler de la nausée médiatique, tout simplement.
et ça peut contribuer à augmenter encore plus le niveau d'anxiété, de peur, éventuellement d'hystérie qu'on observe en ce moment. Et puis, en parlant de ce que vous venez de dire, là, je vais prendre une petite anecdote. C'est tellement vrai parce qu'au début de la crise, on était tous comme ça. On voulait plus d'infos parce qu'on voulait savoir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui allait arriver avec nous autres. Et je connais quelqu'un qui était 24 heures sur 24 accroché à la télé en train de regarder toutes les infos possibles. Et le soir, il n'arrivait pas à dormir. Donc, il fallait qu'il appelle 2-3 amis pour essayer de discuter, pour essayer d'évacuer, mais ça n'allait pas. Pendant pratiquement une semaine, il ne dormait pas les nuits. Absolument. Bien, on l'observe de plus en plus. Vous savez, les services d'aide, les ressources psychologiques débordent en ce moment. On l'observe de plus en plus parce que le problème avec le confinement, c'est que on n'a plus ces espaces de discussion-là en face à face pour, disons, échanger, pour relativiser, nuancer. Donc, on est seul avec soi-même. Puis les gens qui font du télétravail, bien évidemment, tout ce qui circule en ligne, ça devient ce qu'on appelle des attracteurs aussi. Hein? C'est une source de distraction énorme. Et puis quand on commence à naviguer, en fait, ben, on passe beaucoup plus de temps que ce qu'on a tendance à penser dès le départ. Et même, on peut parler, on commence à l'observer, il y a des formes d'addiction complètement. Il y a des gens qui sont constamment en ligne. Sérieusement? Et qui, absolument, qui sont sur l'adrénaline et qui... en fait, fouille les réseaux sociaux, relaie des informations, clique certaines informations, visionne des vidéos. C'est comme ça que se propagent aussi, par ailleurs, les rumeurs et les fausses nouvelles, qui est un enjeu quand même important dans cette période. Oui, c'est vrai. Ouais. Et quand on arrive à ce point-là, comme vous avez dit, quand on devient addict à ces infos-là, est-ce qu'il y a un moyen que vous pouvez partager avec nous pour essayer de décrocher un tout petit peu? Bien, c'est intéressant parce que, évidemment, oui, il en existe des moyens. Ce qui est difficile là, en ce moment, c'est que, bon, évidemment, on vit tous une crise. Et donc, on a besoin de s'informer. Évidemment, l'idée, c'est qu'il faut diriger ces besoins d'information vers les sources fiables. Évidemment, donc ça c'est la première règle. Éviter peut-être de surutiliser son téléphone ou sa tablette, peu importe, avant de se coucher le soir. Alors c'est un conseil qui est de base, mais en fait quand même il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas ce conseil-là et c'est ce qui peut conduire évidemment à l'insomnie. Exactement. Donc ça c'est un conseil de base. Donc diriger ces informations vers les sources officielles. Essayer de, je veux dire, tu sais, plus on a d'informations, ça ne veut pas dire qu'on a plus d'informations qu'on est mieux informé. Au contraire, plus il y a d'informations qui circulent, plus le risque d'être désinformé ou mésinformé est élevé. Donc, tenez-vous-en à 1, 2 ou 3 sources d'informations fiables qui vous conviennent et déconnectez le soir, si possible. Profiter pour faire peut-être autre chose. Là, on le voit, il y a des témoignages des gens qui en profitent pour faire du jardinage, là, fait un peu plus beau. Donc, sortir dehors aussi, aller marcher, etc. Et d'éviter, en fait, d'être constamment branché sur son téléphone pour voir ce qui se passe, etc. Est-ce que vous pensez qu'on devrait avoir une sorte de, je dirais, d'horaire pour la journée? On se dit, OK, aujourd'hui, je fais juste regarder les infos 2, 3, 4 fois. Absolument, c'est une excellente idée. Évidemment, si cette règle-là convient à telle ou telle personne, ben pourquoi pas. C'est sûr, comme je le disais, ce qui est difficile, ben, en fait, le défi, c'est qu'on travaille à domicile. Donc, logiquement, en tout cas, la probabilité est élevée qu'on soit connecté avec nos dispositifs techniques, ordinateur, tablette, téléphone. Donc, la tentation, elle est là. Peut-être désactiver vos notifications, hein, parce qu'il y a des gens qui ont un paquet de notifications. Ce sont des attracteurs cognitifs. Ça augmente le niveau de stress. Et ben, ça crée aussi à terme ce qu'on appelle une perte de sens. C'est-à-dire qu'il y a trop d'informations qui circulent, on n'est pas capable de la digérer et ça augmente beaucoup l'anxiété. Puis quand on dit anxiété, encore une fois, on y revient. Insomnie, problème gastrique, éventuellement palpitations, etc. On le voit, on l'observe. Là. Non, ça peut être grave là avec si on se prépare pas bien ou si on fonctionne pas bien avec ces différentes informations. Écoutez, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous et puis bonne journée. Très bien, merci à vous.
Alors, pour vous autres à la maison, M. Bonneville a été clair. Je pense qu'on voudrait éviter au maximum l'anxiété en cette période de crise. Donc, faites-vous un horaire là pour pouvoir avoir les bonnes informations et au bon moment. On va prendre une pause et juste après, on parlera avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, nous parlons maintenant de la parentalité en temps de crise. Et Dania Versailles, tu as des informations à nous partager à ce sujet. Et tout de suite, pour commencer, là, j'aimerais te demander pourquoi certains parents arrivent à gérer le stress et d'autres pas. C'est quoi la différence entre ces deux types de parents? Bien, je pourrais te dire que ça revient au type de ressources qu'ils ont autour d'eux. Okay? Puis, premièrement, la raison pour laquelle j'aimerais parler de ce sujet cette semaine, c'est parce que c'est en reconnaissant du fait que les parents ont dû faire face à une hausse de stress. Tu sais, quand on est parent pour la première fois, on a notre premier enfant, bon, il y a beaucoup de joie, c'est très gratifiant. Ça vient avec du stress aussi. Ensuite, on ajoute un autre enfant. Ensuite, bon, le cours de la vie arrive. Et là, on se base sur des livres qu'on aurait vus à la bibliothèque ou bien dans les magasins de livres pour savoir à quoi s'attendre et comment gérer le stress en tant que tel. Mais en temps de pandémie, il n'y a aucun livre là-dessus. Les conseils n'existaient pas. Donc, personne n'était préparé à ça, oui. Exactement. Personne n'était préparé à ça. Donc, je lève au chapeau à tous les parents qui nous écoutent parce que la source de stress, le degré de stress auquel ils ont fait face depuis le début est phénoménal. Aussi, surtout si ils ont fait face au fait qu'ils ont perdu leur travail ou qu'ils ont eu à faire face à des diminutions d'heures. Donc, les sources d'origine, les sources qu'on connaît déjà qui sont des facteurs de stress sur l'unité familiale ont été amplifiées. Et je vais te partager quelque chose. La plupart des grosses, c'est-à-dire les grosses sources de stress sont le divorce, le décès d'un être cher, une maladie chronique, la perte d'un emploi aussi, des choses comme ça. Donc, en temps de pandémie, wow, c'est vraiment amplifié. En plus du fait que les écoles étaient fermées, et là, sont fermées, c'est ça. Puis là, depuis la semaine dernière, à Ottawa, on a appris qu'ils vont rester fermés jusqu'en septembre. Quoi faire cet été? Alors, ils font face à plusieurs grosses questions. Puis, je te dirais tout d'abord que le stress familial, c'est quoi? C'est tout stresseur qui affecte soit un ou plusieurs membres de la famille de façon unique, sur le plan individuel, mais aussi sur le plan de l'unité familiale, OK? À un moment défini, bon. Puis là, ça va affecter nos relations, etc. L'impact de ça, c'est qu'il pourrait y avoir un petit peu plus de chicane, un petit peu plus de fatigue,
des problèmes de communication aussi qui pourraient augmenter ou être amplifiés. Donc, il n'y a pas une solution clé à ça. Je te dirais que chaque famille est unique, donc les solutions doivent être adaptées à leur milieu, comme proprement dit. Maintenant, pour répondre à ta question, c'est ça ma réponse. Donc, il n'y a pas juste une solution, mais il y en a quelques-unes que je peux offrir présentement. Mm-hmm. Donc, oui, on va en discuter un peu plus tard, mais tu as mentionné le stress familial qui peut être facteur de stress, c'est ça, de problèmes même dans le couple, dans la famille. Et il y a aussi le deuxième volet, là où j'aimerais qu'on s'attarde un peu plus, tu vas comprendre pourquoi, c'est le sentiment de culpabilité. Exactement. La culpabilité. Donc, j'amène ce point-là parce que il y a le fait que les parents doivent, selon leur situation d'emploi, doivent faire face aux attentes familiales, aux attentes scolaires, aux attentes du travail, donc occupationnelles, et eux-mêmes aussi ont des attentes. Et tout ça durant la même période de la journée. Alors, il y a une espèce de collision. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a une espèce de collision qui se fait. Et une des pistes de solutions que j'aimerais apporter aux gens, c'est d'avoir des conversations véritables avec sa famille, à savoir, OK, cette semaine, voici ce à quoi on fait face. Ce serait quoi, quel genre d'objectif ou d'activité est-ce qu'on pourrait entreprendre? Puis faire une analyse sur, OK, mais comment est-ce que tu as vécu la semaine dernière? Ou qu'est-ce que tu aimerais améliorer en toi? Ou qu'est-ce que tu aimerais parvenir à faire cette semaine? Ça, c'est d'une part. Une conversation aussi avec les enseignants. Moi, j'ai fait ça de façon personnelle, mais aussi selon mes collègues au travail, ils ont dû avoir une conversation avec les professeurs pour vraiment, pas nécessairement divulguer tout ce qui se passe dans leur vie privée, mais pour expliquer pourquoi d'une semaine à l'autre ou d'un jour à l'autre, on n'a peut-être pas pu faire tous les travaux qui nous ont été offerts comme devoir ou comme projet. Aussi, au travail, avoir une conversation avec... Oui. Aussi, au travail, avoir une conversation avec ses collègues. Même aussi notre patron, notre supérieur immédiat. Encore là, pas pour dévoiler tout ce qui se passe de façon privée, mais pour peut-être redéfinir c'est quoi les attentes au niveau de la performance de travail, au niveau du résultat du travail que je fais. Puis aussi, est-ce qu'on pourrait redéfinir qu'est-ce que ça veut dire une journée de travail pour peut-être insuffler une espèce de flexibilité. Parce que c'est sûr que, selon le travail des gens, des fois, il y a des rencontres sur l'heure du dîner, mais les enfants doivent manger aussi. Puis nous-mêmes aussi, on doit prendre des périodes de repos pendant la journée. Donc, avoir des conversations véritables comme ça, c'est important pour pouvoir diminuer le stress. J'ai parlé de sentiment de culpabilité, là. Pourquoi? À cause déjà du fait que, en tout cas pour la plupart des femmes, elles sont très protectrices et puis elles veulent tout gérer en même temps dans la maison. Il faut que tout le monde se sente bien. Et en ce moment de crise, c'est beaucoup plus difficile pour ces femmes-là parce qu'il y a le travail, il y a la scolarité des enfants, il faut suivre les cours et tout, l'enseignement. Il y a aussi, comme tu as dit, là, le bien-être personnel. Mais oui, il y a les femmes dont je parle, mais il y a aussi les parents qui sont seuls. Ça, là, je pense que la crise les a vraiment comme plaqués au mur, là. Absolument, absolument. Puis, il n'y a pas de service de garderie. Et peut-être qu'il y a des amis ou des grands-parents aussi qui aidaient aussi, soit avant ou après l'école, ne sont plus accessibles, en tout cas jusqu'à maintenant, surtout si leur situation de santé est fragile. Donc oui, le stress est vraiment augmenté. Et ce qui n'est pas étonnant, c'est que certaines personnes ont dû peut-être démissionner de leur emploi pour avoir recours à l'assistance parce que le stress était trop élevé à tolérer. Oui, malheureusement. Donc c'est ça. Donc, nous autres, juste à titre de partage, au travail, j'ai aidé à former avec quelques autres collègues un groupe de soutien pour les employés qui sont des parents. Et c'était pas nécessairement pour offrir une liste de recommandations toute faite, mais c'était plutôt pour offrir une opportunité de s'informer, de ventiler aussi, mais surtout et avant tout de partager les stratégies
de soins personnels et aussi des stratégies pour justement mitiger les différents types de stress auxquels ils font face, soit à cause du travail, soit à cause de la vie conjugale ou des travaux scolaires, etc. Et j'invite les gens, en fait, justement à m'écrire à notre boîte vocale générale à commercial cmha-ottawa.ca pour fournir d'autres solutions qui peut-être pourraient être partagées avec le public. Dania, il y a des outils qui sont disponibles et qui sont pour la plupart gratuits. Je parle entre autres de la ligne de crise à laquelle on peut avoir accès si on a un trop plein d'anxiété et qu'on a besoin de soutien. Oui. La ligne de crise, en fait, merci de me donner cette opportunité-là. Il y a une très bonne ressource gratuite qui est offerte à tout le monde. Pas besoin d'être parent pour y accéder. Il s'agit d'un service gratuit de counseling bref que la ligne de crise, avec 13 autres agences communautaires qui offrent des services de santé mentale et en dépendance, ont formé pour pouvoir justement subvenir aux besoins de la population parce qu'on savait que c'était juste une question de temps que la santé mentale des gens soient affectés par la pandémie. Donc, ce qu'ils offrent vraiment, c'est la possibilité de soit passer par leur site web, et le site web est, je l'ai ici, www.counselingconnect.org, /FR pour français, ou vous pouvez y accéder en appelant la ligne de crise au 613-238-3311. Et ce qui arrive, c'est que selon le besoin des gens, l'appel de la personne va être redirigé vers l'agence qui est le mieux placée pour subvenir à leurs besoins. Donc, par exemple, il y a Crossroads qui offre des services en santé mentale pour les enfants. Alors, la personne pourra être dirigée vers cette agence-là. Et pour les adultes, c'est la même chose. Maintenant, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que comment est-ce que ça a pu prendre forme? C'est que certains des employés de ces agences-là ont été redéployés pour subvenir à la hausse d'appels que la ligne de crise recevait depuis le début de la pandémie. Donc, c'est une belle réponse communautaire. C'est une bonne réponse, c'est-à-dire c'est une bonne solution à des problèmes que la communauté, auxquels la communauté fait face. Puis, si tu permets, je peux peut-être les nommer, ces agences-là. Oui. Évidemment, il y a l'Association canadienne pour la santé mentale, Crossroads Children's Mental Health, dont je viens de mentionner, le Centre de santé communautaire du centre-ville, le CAP, le Centre de détresse, évidemment, Service à la famille Ottawa, Centre juif des services familiaux d'Ottawa, l'Organisme communautaire des services aux immigrants d'Ottawa, Riderwood, aussi 4 autres, le Centre de santé communautaire Côte-de-Sable, celui de Somerset West, la clinique de counseling sans rendez-vous et le bureau des services à la jeunesse. Donc, ça, c'est puis il n'y a pas de liste. Belle initiative, en tout cas. Très belle initiative. Puis, le plus important, c'est qu'il n'y a pas de liste d'attente. Alors, quand on... Bonne nouvelle! Oui, il n'y a pas de liste d'attente. Donc, on appelle, on prend soi-même son rendez-vous et on confirme le rendez-vous et on se présente au rendez-vous qui nous convient là, selon notre disponibilité. Et quelqu'un peut vous répondre. On accorde une séance de 45 à 90 minutes. Et si la personne a besoin de plus de ça, une autre séance lui est offerte. Mais ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a jusqu'à 70 % des personnes qui ont accès, qui accèdent le centre de crise, n'ont juste besoin qu'une ou 2 séances. Donc, c'est vraiment une belle ressource là, à utiliser, à accéder. À partager aux gens aussi. Là. Merci Exactement. beaucoup, Dania, pour tout ça. Et puis, bonne journée à toi. Merci, bonne semaine à tous. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, le site web, il est à l'écran. C'est le www.counselingconnect.org/FR pour le site web en français. On va prendre une pause et juste après, on parle avec Lara Mainville des presses de l'Université d'Ottawa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Maintenant, on parle de la belle collaboration entre les presses de l'Université d'Ottawa et des éditions Vermillon. Et Lara, tu vas nous en dire plus. Oui, bonjour Claude. Alors, j'ai eu la chance de côtoyer Mme Bertoli de près ou de loin pendant plusieurs années. Je dirais même pendant près de 30 ans maintenant. Et j'ai toujours admiré le travail que faisaient Monique Bertoli et Jacques Flamand aux éditions du Vermillon. Quand je les ai connus, les éditions du Vermillon avaient été au sommet de leur contribution à la littérature franco-ontarienne et outaouaise. Leurs auteurs gagnaient des prix du gouverneur général, le prix Trillium, le prix Le Droit, etc. Et j'ai entre autres voulu travailler de plus près avec eux pour savoir, vraiment pour m'initier au monde de l'édition. Au fil du temps, donc, j'ai suivi le parcours de la maison. Et maintenant que je suis aux presses de l'Université d'Ottawa, j'ai eu la chance de pouvoir communiquer avec Mme Bertoli et voir avec elle comment elle souhaitait assurer l'avenir de ses livres. Et donc, étant donné que Jacques Flamand, son partenaire d'affaires et de vie, est décédé il y a quelques années. Et donc, Monique a accepté de travailler avec moi et je me sens très honorée d'avoir cette confiance, cette relation de confiance avec elle. Et donc, on a communiqué avec les auteurs et pour leur offrir la possibilité de transitionner vers les presses de l'Université d'Ottawa pour assurer la pérennité de leurs livres dans le milieu dans la distribution, dans le réseau de distribution et qui demeure accessible au grand public. Donc, c'est un projet qui est en marche depuis un certain temps et on est sur le point de lancer une cinquantaine de ces romans, recueils de poésie, romans historiques, biographies et mémoires. Et donc, je suis très, très heureuse de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Peut-être que les gens se demandent là, Lara vient de mentionner des romans alors qu'on est aux presses de l'Université d'Ottawa, mais il faudrait dire que ça fait vous aussi 2 ans que vous êtes donné ce nouveau mandat là d'éditer des romans aussi et des recueils. Tout à fait. En fait, vous soulevez un point important, c'est-à-dire que les presses de l'Université d'Ottawa demeurent une maison d'édition savante. C'est le cœur de notre mandat, mais on publie également maintenant de la fiction et des essais littéraires. Et donc, si on a communiqué
Mme Bertoli pour, dans le cadre de ce projet. C'est entre autres parce qu'on avait commencé à publier des romans. Et pourquoi on fait ça? Eh bien, on publie... c'est une façon pour nous de nous rapprocher de la communauté franco-ontarienne et outaouaise. Donc, de jouer pleinement notre rôle de maison d'édition qui est ancrée dans une région. Ce n'est pas inhabituel que les presses universitaires font cela. Et on le fait de différentes façons. Donc, dans ce cas-ci, en travaillant avec des auteurs de la région, donc des auteurs de fiction ou de biographie et mémoire, mais également dans le cadre de projets d'écriture d'histoire de la région. Donc, il y a au cours des prochains mois, on va annoncer certains ouvrages de biographie et mémoire qui portent sur des personnalités historiques de la région d'Ottawa et qui ont à la fois un intérêt régional, mais aussi national, parce qu'on est quand même dans la capitale nationale. Et donc, pour revenir à la question des éditions du Vermillon, donc, qui est le sujet du jour, on a le privilège de travailler avec une douzaine d'auteurs pour l'instant, dont Nicole Champeau, qui avait gagné le prix du gouverneur général pour Pointe-Maligne. Et donc, on reprend Pointe-Maligne, mais également, Nicole nous a confié le deuxième tome de Pointe-Maligne qui paraîtra au cours des prochains mois. Et donc, on aura les deux romans qui seront disponibles en version, dans la version avec notre nouveau gabarit, design graphique. Et puis, au-delà de... C'est quoi votre nouveau gabarit? C'est le même... C'est le gabarit qu'on a utilisé, par exemple, pour les livres de M. Maurice Henry, que vous avez accueilli en entrevue. Maurice Henry? Donc, la maison au lilas, par exemple, ou avec la belle page couverture très, très colorée. Donc, ça fait beaucoup plus roman. Ça fait très roman et non pas livre savant. Donc, c'est vraiment un gabarit de roman. Et donc, il y a Nicole Champeau, qui... On a 6 romans d'elle. Eddie Bouraoui, qui nous confie l'ensemble de ses livres qui étaient aux éditions du Vermillon. Il y en a une bonne dizaine. Dont Rose des Sables et le dessin d'Antoine. Lara, comment ils réagissent, ces auteurs-là, ces auteurs que vous reprenez chez vous autres, qui vont travailler avec vous autres, comment ils réagissent à cette nouvelle? Je pense qu'ils ont bien accueilli. Ils ont très bien accueilli cette nouvelle. Ça a été un soulagement également parce que, bien sûr, ils voulaient s'assurer que si on se donne la peine d'écrire un roman, de passer des heures et des heures que ce soit, à peaufiner. On veut s'assurer qu'il soit disponible et dans le monde. Et Mme Bertoli était moins en mesure d'assurer cette pérennité sur le marché. Et donc, les presses de l'Université d'Ottawa ont déjà tous les réseaux de distribution et de diffusion. On travaille avec Prologue, qui est un diffuseur, distributeur, mais qui est affilié à Renaud Bré, par exemple. Et donc, les livres seront à nouveau disponibles sous une nouvelle forme. À partir de quand? À partir de la fin juillet. Oui. Donc, à partir de la fin juillet, donc ça s'en vient pour très bientôt. Oui, on a très, très hâte. On a très hâte. Donc, des romans de Jean-Louis Grosmaire aussi, que plusieurs de vos auditeurs connaîtront, comme qui a été prof au Cégep pendant des années, depuis 1975, je crois, et qui a publié déjà de nombreux romans. Et donc, non seulement il arrive avec ses romans publiés au Vermillon, mais également avec un nouveau roman
chez nous. Donc, écoute, Lara, je vais te garder parce qu'on va aller à la pause. Et juste après, là, j'ai une dernière question que j'ai vraiment envie de te poser. Tu restes avec moi? Oui, absolument. On se voit juste après la pause. Regardez, entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, ici Jim Watson. J'aimerais prendre un moment pour remercier tous les travailleurs de première ligne qui continuent de mettre leur vie à risque lors de cette pandémie. Le travail héroïque de nos professionnels de la santé et des premiers intervenants est remarquable. Je suis reconnaissant aux gens qui abandonnent le temps avec la famille pour aider ceux qui l'ont besoin. Je suis reconnaissant pour les gens qui ont été appelés à rester à leur poste pour fournir des biens et des services qui sont essentiels à nos vies. On ne pourrait pas le faire sans vous. Merci beaucoup. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission de Lumière et d'aide, je rencontre Marie-Lune Fortin, qui est guérisseur. Elle nous parlera de sa propre expérience vers le chemin de la guérison. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Lara, c'est une très belle collaboration entre les éditions Vermillon et les presses de l'Université d'Ottawa. Et la question que j'avais envie de te poser, c'est de savoir, est-ce qu'on aura à la fin juillet une sorte de lancement pour ces auteurs-là? Alors, bien sûr, étant donné le contexte actuel, il est difficile de prévoir un événement en personne. Mais il va certainement y avoir un événement Zoom ou Facebook, quelque chose pour marquer cet événement. Donc, on est très fiers. Mais félicitations encore et nous, ça nous intéresserait d'avoir un des auteurs ici là, sur l'émission, pourquoi pas? On se dit peut-être pour la saison prochaine. Bien sûr. Merci beaucoup, Lara. Bonne journée. À la prochaine. Alors, vous êtes priés de visiter le www.presseyouottawa.ca parce qu'à partir de la fin juillet, vous allez avoir accès à ces 50 auteurs-là que les presses de l'Université d'Ottawa vont publier qui nous viennent des éditions Vermillon. Moi, ça m'a fait un plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous demande de prendre soin de vous et on se voit demain à l'émission. Restez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaro me l'a donné. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci.
Vous regardez TV Rogers.